3 pistolets ont heurté le sol de la maison de thé de Madame Chen cette nuit d'octobre, mais pas un seul coup de feu n'a été tiré. La question qui a hanté Rattlesnake Gulch pendant des semaines n'était pas de savoir comment c'était arrivé. C'était de savoir qui était vraiment la femme au sabre. Certains disaient que c'était un fantôme, d'autres juraient que c'était un démon envoyé pour punir les méchants. Le shérif Cooper, qui avait vu bien des choses étranges en 30 ans de service, disait qu'elle était tout autre chose, quelque chose que l'Ouest n'avait encore jamais vu. Quand elle est apparue pour la première fois dans cette rue poussiéreuse, personne ne connaissait son nom. Personne ne savait d'où elle venait, ni ce qui l'avait poussée à traverser un océan et la moitié d'un continent jusqu'à cette ville minière oubliée. Ils ne savaient que 3 choses. Elle portait 2 sabres au lieu d'un pistolet. Elle se déplaçait comme de la fumée sur l'eau, et elle a fait si peur à Buckthorn qu'il n'a pas touché au whisky pendant une semaine. Mais je m'emballe. Pour comprendre ce qui s'est passé en octobre, il faut savoir comment tout a commencé. Avec une femme, une tasse de thé et 3 hommes ivres qui ont commis la pire erreur de leur vie. La femme est arrivée à Rattlesnake Gulch un après-midi d'octobre, alors que le soleil du désert peignait tout de la couleur du sang séché. Elle montait un cheval gris pommelé, sa robe assombrie par la sueur d'un long voyage. La poussière du territoire du Nouveau-Mexique recouvrait ses vêtements sombres, au point qu'on aurait dit qu'elle avait été sculptée dans la même terre rouge que les parois du canyon. Aucun pistolet n'était accroché à ses hanches. Rien que ça, c'était assez étrange pour attirer les regards méfiants des quelques habitants encore dehors dans la lumière mourante. À la place, 2 sabres reposaient sur son flanc gauche, un long et un court, tous deux logés dans des fourreaux noirs et simples qui témoignaient de leur usage plutôt que de leur ornement. Son chapeau à large bord jetait des ombres profondes sur des traits qui la marquaient aussi clairement qu'un fer rouge. Orientale, une femme voyageant seule. Chacun de ces éléments était inhabituel à Rattlesnake Gulch. Les 3 ensemble faisaient d'elle quelque chose que la ville n'avait jamais vu. Elle a descendu la rue principale lentement, ignorant les murmures qui la suivaient dans son sillage. Le vieux Pete, à l'écurie, la regarda approcher, son visage buriné tordu dans une expression entre curiosité et mépris. Quand elle a mis pied à terre et a conduit son cheval vers son écurie, il s'est posté sur le seuil et a croisé les bras. « L'écurie est pleine », a-t-il dit. Elle le regarda avec des yeux sombres qui semblaient tout absorber. Le mensonge, l'hostilité, la façon dont sa main reposait près du fusil appuyé contre le cadre de la porte. « Je vois 4 stalles vides », dit-elle doucement. Son anglais était précis, accentué mais clair. « C'est plein », répéta Pete. « Pas de place pour les gens de votre espèce. » Elle a soutenu son regard un instant, puis quelque chose a changé dans son expression. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, comme regarder l'hiver s'installer sur un lac. « Je comprends, » dit-elle. Pete cracha du jus de tabac dans la poussière. « Aucune femme respectable ne voyage seule, et je ne loge pas les chevaux des filles de joie. » Il a mis un accent particulier sur les 2 derniers mots, s'assurant qu'elle comprenne ce qu'il voulait dire. Sa mâchoire se contracta juste une seconde, puis se relâcha. « Je vois, » dit-elle à nouveau. Elle se tourna et mena son cheval au poteau d'attache public devant le magasin général, l'attachant elle-même avec des mains expertes. Le cheval hennit doucement, lui frôlant l'épaule. Elle toucha son museau avec une sorte de tendresse. Pete regardait depuis sa porte, puis il a appelé un homme qui passait. Les étrangers n'ont aucune honte à laisser leur femme courir comme ça. L'homme a ri. D'autres se sont joints à lui. La femme ne s'est pas retournée. Elle a ajusté les sabres à sa taille et a commencé à marcher vers l'autre bout de la ville. Ses bottes ne faisaient presque aucun bruit sur les planches de bois, même si elle portait du cuir usé par le voyage qui aurait dû grincer et claquer. Les hommes la dévisageaient à son passage. Pas avec peur, pas encore. Avec autre chose, de la curiosité, de la spéculation, le genre de regard qui lui donnait la chair de poule. Un cow-boy appuyé contre le saloon de McGinty se redressa à son approche. « Hé, poupée de Shine » lança-t-il. « Combien pour... Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Ses yeux avaient trouvé les sabres à sa taille. Le plus long, près d'1 mètre d'acier dans son fourreau, le plus court à côté, tout aussi mortel. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. Les amis du cow-boy s'étaient tus. L'un d'eux lui donna un coup de coude. « Laisse tomber, Clem. » La femme attendit. Sa main ne bougea pas vers ses armes.
Elle n'en avait pas besoin. Quelque chose dans son immobilité fit reculer le cow-boy d'un pas. « Rien, marmonna-t-il, je ne vous parlais pas. » Elle a soutenu son regard pendant 3 battements de cœur, puis a hoché la tête une fois et a continué à marcher. Derrière elle, elle entendit les murmures commencer, comme le vent dans l'herbe sèche, se transformant en quelque chose qui pourrait devenir un incendie. Sa destination était le petit bâtiment au bout de la rue. Des lanternes en papier brillaient déjà doucement dans le crépuscule naissant, projetant une lumière jaune et chaude sur le trottoir en bois. Des caractères chinois étaient peints sur une enseigne au-dessus de la porte. L'odeur du thé vert et du gingembre l'enveloppa comme un souvenir oublié. Le café oriental de Madame Chen. La femme s'arrêta à la porte, prit une inspiration, l'expira lentement, puis entra. L'intérieur était simple mais impeccable. Une demi-douzaine de petites tables, des paravents en papier délimitant un espace privé à l'arrière, un comptoir où une femme gracieuse aux cheveux noirs parsemés de fils d'argent leva les yeux d'une théière. Les yeux de Madame Chen s'écarquillèrent légèrement à la vue des sabres, mais sa voix resta stable lorsqu'elle parla en cantonais. « Bienvenue, voyageuse. Veuillez vous asseoir où vous le souhaitez. » La femme au sabre répondit dans la même langue, bien que son accent la désigne comme japonaise aussi clairement que son visage. « Merci pour votre gentillesse, sœur aînée. » L'expression de Chen s'adoucit d'une fraction. Elle désigna une table dans un coin. Ce siège offre une bonne vue sur la porte et la fenêtre. La femme sourit pour la première fois depuis son entrée à Rattlesnake Gulch. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vous comprenez? Je comprends beaucoup de choses, dit Chen, passant à un anglais prudent, y compris ce que signifie être seul dans cet endroit. La femme s'installa à la table du coin, le dos au mur, ses sabres à la portée de main. C'était une vieille habitude, une qui l'avait maintenue en vie d'Edo à San Francisco et partout entre les deux. Quand le thé arriva, il était correctement préparé, une petite courtoisie qui signifiait plus que Madame Chen ne pouvait l'imaginer. La femme savoura la chaleur amère, laissant le rituel familier calmer son esprit fatigué par le voyage. Dehors, le soleil acheva de mourir. Le désert se refroidit rapidement une fois la lumière partie. À travers la fenêtre, elle pouvait voir les lampes à huile s'allumer le long de la rue principale. Des hommes terminant leur travail à la mine d'argent Lucky Strike se dirigeaient vers les saloons pour leur divertissement du soir. 3 de ces hommes s'arrêtèrent devant le saloon de McGinty. Même de l'autre côté de la rue, elles pouvaient entendre leur voix forte, sentir le whisky qui déliait déjà leur langue et raccourcissait leur patience. Le plus grand d'entre eux montra du doigt le café de Madame Chen, vers la douce lueur des lanternes impapiées, et dit quelque chose qui fit rire ses compagnons. La femme posa sa tasse de thé. Ses mains restèrent parfaitement immobiles sur la table. Mais quelque chose changea dans sa posture, comme un chat qui a entendu une souris dans les murs. Madame Chen remarqua ces hommes. « Je sais, » dit la femme doucement, « ils sont ivres et en colère. Une combinaison dangereuse. Oui, vous devriez partir. Utilisez la porte de derrière. Je leur dirai que vous êtes déjà parti. » La femme regarda Madame Chen. La regarda vraiment. Elle vit les fines rides autour de ses yeux qui parlaient d'années de compromis, d'insultes avalées et de regards baissés, de survie dans un pays qui la considérait comme moins qu'humaine. « Non, » dit la femme, « j'en ai assez des portes de derrière. » Les mains de Chen tremblèrent légèrement alors qu'elle essuyait le comptoir. « Ils vont vous faire du mal. Ils essaieront. S'il vous plaît, j'ai vu ce que des hommes comme ça font à des femmes comme nous. » La main de la femme se posa sur la garde de son sabre le plus long. Sans le saisir, juste le touchant comme pour saluer un vieil ami. « Moi aussi, » dit-elle, « mais je ne suis pas la même femme qu'hier ou avant-hier. Je suis fatiguée d'avoir peur, fatiguée de fuir. » Dehors, les 3 hommes traversaient la rue, se dirigeant droit vers la maison de thé, leurs bottes lourdes sur les planches de bois, leur rire portant une pointe de cruauté. La femme prit une autre gorgée de thé, ferma les yeux, inspira la vapeur. Quand elle les rouvrit, ils étaient calmes comme la glace en hiver. « Quoi qu'il arrive, » dit-elle à Madame Chen en cantonais, « restez derrière le comptoir. N'intervenez pas et ne vous en voulez pas. » Chen ouvrit la bouche pour protester, mais la porte s'ouvrait déjà et Buckthorn entra. Buckthorn remplissait l'embrasure de la porte comme un mur vivant de muscles et de vapeur de whisky. Sa carrure massive bloquait la plupart de la lumière des lampes de l'extérieur, plongeant la maison de thé dans une ombre plus profonde.
Derrière lui, les frères Rattle se déployèrent avec les mouvements experts d'hommes habitués à acculer une proie. Ezra Rattle, mince et rapide comme un serpent. Wade Rattle, plus petit mais plus méchant, avec de petits yeux qui ne cessaient de bouger. Tous deux portaient des pistolets à la hanche et de l'assurance sur leur visage. Ils pensaient savoir comment ça allait se passer. Eh bien, regardez-moi ça, dit Buck d'une voix traînante. Sa voix était pâteuse à cause de l'alcool, mais portait toujours une pointe d'intelligence. Ivre, oui, mais pas stupide. Cela le rendait plus dangereux, pas moins. On dirait qu'on a de la concurrence étrangère pour l'attention de la charmante Madame Chen. Il fit un pas lourd en avant. Les planches du sol gémirent sous son poids. Sa barbe tressaillit alors qu'il fixait son regard sur la femme à la table du coin. Elle ne leva pas les yeux de son thé. Cela sembla exaspérer Buck plus que n'importe quel défi n'aurait pu le faire. « C'est à toi que je parle, ma fille, » dit-il, chaque mot délibéré. « Pour la tester. T'as pas de manière dans le pays païen d'où tu sors, en rampant. » Ezra rit. Wade se joignait à lui, mais son rire sonnait nerveux. Quelque chose dans l'immobilité de la femme semblait d'anormal, dangereux d'une manière que leurs esprits imbibés d'alcool ne pouvaient pas tout à fait saisir. Peut-être qu'elle parle pas anglais, suggéra Ezra. Elle le parle, dit Madame Chen de derrière le comptoir. Sa voix était stable, mais ses jointures étaient blanches là où elle agrippait le bois. Et c'est une cliente qui paye. S'il vous plaît, laissez-la en paix. Buck tourna son attention vers Chen. En paix, en paix. Il secoua la tête lentement. C'est drôle venant de vous, vous les Chinois. Vous venez ici, vous prenez nos emplois, vous servez votre nourriture bizarre, et maintenant vous nous parlez de paix. C'est mon établissement, dit Chen, et je vous demande de partir. Établissement, répéta Buck, mettant de la moquerie dans le mot. Il regarda la pièce simple avec un intérêt exagéré. C'est un bien grand mot pour ce que cet endroit est vraiment. Il ne dit pas le reste, il n'en avait pas besoin. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. Le visage de Chen devint très immobile. La femme à la table leva enfin les yeux. Ses yeux sombres rencontrèrent le regard injecté de sang de Buck et le soutinrent. « Vous devriez vous excuser auprès d'elle, » dit la femme doucement. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Buck la dévisagea, puis il se mit à rire. Ce n'était pas un son agréable. « Vous avez entendu ça, les gars? La petite poupée de Chine veut que je m'excuse. » Il fit un autre pas vers sa table. « Dis-moi quelque chose, ma jolie. Qu'est-ce qu'une femme comme toi fait avec des jouets comme ça? » Il fit un signe de tête vers ses sabres. « Tu joues à t'habiller avec les affaires de ton père? »« Ceux-ci appartiennent à mon père, » dit-elle. Sa voix restait calme, égale, comme si elle énonçait un fait sur la météo. « Vous avez raison sur ce point. Et où est papa maintenant? De retour en Chine où il t'a abandonné quand il a compris ce que tu étais? » Wade intervint. « Buck, peut-être qu'on devrait... » « La ferme, Wade, » aboya Buck. Puis, de retour à la femme. « Je t'ai posé une question. Où est ton père? »« Mort, » dit-elle simplement. Cela aurait dû mettre fin à la discussion. N'importe quel homme décent aurait reculé, se serait excusé d'avoir été trop loin. Mais Buck Thorne avait cessé d'être décent 3 whisky plus tôt. « Mort, » répéta-t-il. « Eh bien, c'est dommage. Et te voilà toute seule voyageant par toi-même. Tu sais comment on appelle les femmes qui voyagent seules dans le coin? » Il ne termina pas la phrase, mais sa signification rampa à travers la pièce comme quelque chose de malsain. La femme se leva lentement, délibérément, comme si elle se déroulait. Elle n'était pas grande, arrivant à peine à l'épaule de Buck, mais quelque chose dans sa façon de bouger fit faire un pas en arrière involontaire à Wade. « Dans mon pays, dit-elle doucement, les hommes qui insultent les femmes qu'ils ne connaissent pas sont considérés comme des lâches. Est-ce que la même chose ici? » Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Buck passa du rouge au violet. « Comment tu viens de m'appeler? »« Je n'ai appelé personne, » répondit-elle. « J'ai posé une question. Avez-vous une réponse? » La main d'Ezra dériva vers son pistolet. « Buck, elle essaye de te provoquer. On n'a qu'à... »« Je vais te montrer ce que les hommes font ici, » rugit Buck. Sa main tomba sur son ceinturon. « Je vais vous montrer à tous ce qui arrive aux étrangers qui ne montrent pas le respect qu'il faut. » Il dégaina son revolver, non pas pour la visser, juste pour le tenir, pour démontrer son pouvoir, pour la faire trembler. La femme ne broncha pas. Ezra et Wade échangèrent des regards,
Puis ils dégainèrent leurs pistolets aussi. 3 hommes armés contre une femme avec des sabres encore dans leurs fourreaux. Ça aurait dû être fini avant même de commencer. Dernière chance, dit la femme, sa main se posant sur la garde de son sabre le plus long. Elle ne l'avait toujours pas dégainé. Rangez vos armes, quittez cet endroit. Personne n'a besoin d'être blessé. Buck rit à nouveau. Vous entendez ça, les gars? Elle nous menace, avec un pic cochon contre 3 pistolets. Il secoua la tête avec un étonnement fin. Ma jolie, ce n'est pas un de tes contes de fées orientaux. Ici, un homme vit et meurt par l'acier américain. Il tapota son col. 6 coups valaient mieux que n'importe quel couteau à bord que tu portes. Les doigts de la femme se refermèrent sur la garde de son katana enveloppé de soie. Nous verrons bien, dit-elle, et le monde explosa en mouvement. Plus tard, quand les gens parlaient de ce qui s'était passé ensuite, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les détails. Wade Rattle jurait que la femme n'avait jamais vraiment bougé, que son sabre s'était en quelque sorte dégainé tout seul. Azra, avec des yeux peut-être plus clairs, décrivit cela comme un éclair capturé dans une bouteille, tout en flash et disparut avant qu'on puisse cligner des yeux. Madame Chen, observant de derrière son comptoir, vit la chose pour ce qu'elle était. L'expression parfaite d'un art séculaire, bien plus ancien que Rattlesnake Gulch lui-même. Le pistolet de Buck avait à peine quitté son étui que le katana de la femme chanta sa première note. Le son de l'acier parfaitement forgé quittant son fourreau se mêla au murmure de l'air déplacé, alors que la lame décrivait un arc si précis qu'elle semblait laisser des traces de lumière de lampe dans son sillage. Il n'y avait aucun mouvement superflu, aucune fioriture, juste une économie de but qui frisait le divin. Le pistolet de Buck heurta le sol une fraction de seconde avant qu'il ne réalise que son ceinturon avait été coupé net. Le cuir s'était séparé comme du papier devant un rasoir, la ceinture et l'étui tranchés avec une précision chirurgicale. L'arme cliqueta sur les planches de bois, soudainement inutile entre ses mains. Il la fixa, puis la fixa elle, son esprit embrumé par le whisky, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les frères Rattle réagirent de manière prévisible, mais avec un manque de coordination fatal. Ezra dégaina et tira en un seul mouvement. Le coup partit dans le vide alors que le corps de la femme semblait s'écouler comme de l'eau autour de la trajectoire de la balle. Elle se déplaçait avec la grâce de la fumée, sa petite taille devenant soudain un avantage. Le coup perça un trou dans le mur derrière l'endroit où sa tête se trouvait un battement de cœur plus tôt. Wade, légèrement plus lent à dégainer, réussit à viser plus soigneusement. Mais sa cible n'était plus là. La femme avait déjà comblé la distance entre eux, se déplaçant dans l'espace comme s'il lui appartenait, comme si elle avait cartographié chaque centimètre de la pièce dès son entrée. Sa lame murmura 2 fois de plus, presque trop vite pour être vue. Les 2 frères Rattle restèrent figés, des expressions identiques d'incrédulité se propageant sur leur visage alors que leurs ceinturons, coupés avec la même précision impossible, cliquetaient sur le sol en bois. Impossible, souffla Ezra. Il regardait ses mains vides comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Le visage de Buck passa du violet au blanc, sa rage se transformant en quelque chose de plus froid. La peur, la vraie peur, le genre qui dégrise un homme plus vite que n'importe quelle quantité de café. Il tendit la main vers le couteau dans sa botte. La pointe du katana de la femme toucha le creux doux sous son menton. Juste assez de pression pour le figer, pour faire couler une seule goutte de sang le long de son cou. « Considérez, dit-elle doucement, sa voix portant clairement dans le silence soudain, que j'aurais pu prendre votre main au lieu de simplement vous désarmer. Considérez que ma lame aurait pu chercher la chair au lieu du cuir. » Elle laissa cela s'imprégner, le laissa sentir le fil du rasoir contre sa gorge. « Considérez, Monsieur Thorne, que vous êtes en vie, non pas grâce à votre propre habileté, mais parce que j'ai choisi la retenue. » La vérité froide de ces mots sembla enfin pénétrer l'esprit embrumé de Buck. Ses mains tremblèrent en se levant lentement en signe de reddition. La femme maintint la lame stable pendant 3 autres battements de cœur. Puis elle recula, abaissa son katana, mais ne le rengaina pas encore. « Vos pistolets sont confisqués, continua-t-elle. Son anglais était précis, sans accent d'émotion, comme si elle discutait de la météo. Considérez-les comme un paiement pour le thé que vous avez gâché et la paix que vous avez troublée. » Ses yeux se tournèrent vers les frères Rattle, qui se tenaient figés contre le mur.
La même chose s'applique à vous deux. Partez maintenant. Ne revenez pas, ni ce soir, ni jamais, si vous tenez à votre fierté. Wade fut le premier à bouger, reculant vers la porte les mains levées. Allez, Buck, on n'est pas équipé pour ce genre de combat. Ezra suivit. Sa bravade antérieure s'était évaporée comme la rosée du matin, sous le soleil du désert. C'est une sorte de sorcière, Buck. On doit sortir d'ici. Seul Buck restait. Sa carrure massive tremblait de rage impuissante, alors que la lame de la femme le maintenait cloué sur place. Pas physiquement. Elle avait déjà abaissé le katana à son côté, mais psychologiquement, il était figé, pris entre l'envie d'attaquer et la certitude qu'il avait déjà perdu. Ce n'est pas fini, grogna-t-il, mais la menace sonnait creux, même à ses propres oreilles. Si, répondit simplement la femme. Oui, à moins que vous ne souhaitiez tester vos armes restantes contre mon sabre plus court également. Sa main gauche reposait nonchalamment sur la garde de son wakizashi, montrant clairement qu'elle était loin d'avoir épuisé ses ressources. Le combat s'écoula de la posture de Buck comme l'eau d'une cruche cassée. Avec autant de dignité qu'il put rassembler, ce qui n'était pas beaucoup, il recula loin de la lame à sa gorge. À la porte, il s'arrêta. Une dernière tentative pour sauver sa fierté. « Tu es peut-être rapide avec tes pics, cochon, dit-il. Mais ici, c'est toujours le pays des pistolets. Un homme ne peut pas vivre par le sabre ici. Pas pour longtemps. » La femme rengaina son katana en un mouvement fluide, la lame rentrant chez elle avec un clic qui semblait ponctuer sa victoire. « Pourtant, me voici, Monsieur Thorne, dit-elle, bien vivante. Peut-être que ce n'est pas l'arme qui compte, mais la sagesse avec laquelle elle laisse manier. » Buck n'eut aucune réponse à cela. Il sortit en titubant dans la nuit, suivi par les frères Rattle, leurs bottes lourdes sur les planches de bois alors qu'ils fuyaient. La porte se referma derrière eux. Le silence tomba sur la maison de thé de Madame Chen comme une couverture. Le genre de silence qui suit un orage, chargé, lourd, plein de séquelles. Puis les mains de Madame Chen se mirent à trembler. Elle s'agrippa au comptoir pour se stabiliser, prit une inspiration, l'expira, en prit une autre. La femme se déplaça à ses côtés, lui prit doucement le bras et la guida vers une chaise. « Asseyez-vous, dit-elle. Respirez, c'est fini. » Chen s'assit, mais ses mains tremblaient encore. « Vous auriez pu être tué. »« Non, dit simplement la femme. Ils étaient ivres, lents, prévisibles. Ils étaient 3. Ils auraient pu être 10. Le nombre n'a pas d'importance quand le cœur n'est pas au combat. » Elle se déplaça vers les pistolets éparpillés sur le sol, commença à les rassembler avec des mains prudentes. Ils se sont battus par colère et par fierté. Je me suis battu par... Elle fit une pause. Par autre chose. Par quoi? La femme regarda les 3 revolvers dans ses mains, les ceinturons coupés, la preuve d'une violence qui s'était terminée sans effusion de sang. Par épuisement, dit-elle finalement. Je suis très fatiguée de tuer. Elle porta les armes au comptoir, les lui disposa avec le même soin qu'elle avait montré avec son thé, chaque pistolet déchargé, chaque ceinture soigneusement pliée. Madame Chen la regardait. « Qui êtes-vous? » La femme leva les yeux. Pour la première fois, Chen vit quelque chose derrière ses yeux calmes, quelque chose de vieux et de triste et de très, très loin de chez elle. « Mon nom, dit-elle, est Akari. Je viens d'un endroit qui n'existe plus et j'essaie très fort de trouver un endroit où j'ai ma place. » Dehors, le vent de la nuit portait le son de bottes qui couraient, des jurons furieux en provenance du saloon de McGinty. La voix de Buck Thorne élevée dans la fureur, racontant à qui voulait l'entendre l'histoire de la sorcière étrangère qui l'avait humilié. Akari écouta tout cela. Son visage ne trahit rien. « Ils reviendront, dit Madame Chen. Je sais, avec plus d'hommes, plus de pistolets, probablement. Que ferez-vous? » Akari se dirigea vers la fenêtre, regarda Rattlesnake Gulch, les lampes à huile brûlant dans l'obscurité, les ombres se déplaçant entre les bâtiments, cette ville qu'il avait jugée avant de la connaître, qu'il avait rejetée comme faible, comme une proie. Elle toucha la garde de son katana, sentit l'enveloppe de soie familière, le poids de l'histoire, le fardeau de la compétence. « Je boirai mon thé, dit-elle, et ensuite je déciderai si cet endroit vaut la peine de rester. » Chen lui versa une nouvelle tasse. Le thé avait refroidi pendant le combat, alors elle prépara une nouvelle théière.
Le rituel calmait ses mains, stabilisait sa respiration. Quand elle l'apporta à la table d'Akari, la femme était assise exactement comme avant que Buckthorn ne franchisse la porte. Le dos au mur, les yeux sur l'entrée, les sabres à portée de main, comme si rien ne s'était passé du tout. Sauf que 3 pistolets reposaient maintenant sur le comptoir. 3 hommes pensaient leur fierté blessée quelque part dans l'obscurité, et la nouvelle se répandait déjà dans Rattlesnake Gulch comme une traînée de poudre. Il y avait une femme en ville qui se déplaçait plus vite que les balles, qui coupait l'acier comme de la soie, qui venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie ou la décision la plus courageuse. Seul le temps dirait laquelle. Les nouvelles voyagent plus vite qu'un cheval au galop dans les villes de la frontière, surtout quand elles impliquent de la violence, ou dans ce cas, son évitement artistique. Avant que la lune n'ait grimpé à mi-chemin dans le ciel du désert, chaque saloon et maison de jeu de Rattlesnake Gulch bourdonnait de récits chuchotés sur ce qui s'était passé dans le café oriental de Madame Chen. Mais les murmures n'étaient pas uniformes. Ils se divisaient selon des lignes aussi anciennes que le territoire lui-même. Dans le saloon de McGinty, où Buckthorn était assis à siroter son 3e whisky depuis l'incident, les hommes parlaient à voix basse et colérique. « C'est pas naturel, voilà ce que c'est », dit le vieux Pete de l'écurie. « Aucune femme ne devrait bouger comme ça, se battre comme ça. C'est pas normal. » « Une femme démon », approuva un autre mineur. « Sûrement d'une sorte de sorcière. Vous savez comment sont ces orientaux. Toutes sortes de magie noire. » Buck ne dit rien, se contentant de fixer son verre. Ses mains tremblaient encore quand il pensait à cette lame sur sa gorge. La certitude froide dans ses yeux. La conscience qu'elle aurait pu le tuer quand elle le voulait et qu'elle avait choisi de ne pas le faire. D'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Mais ailleurs en ville, dans des coins plus calmes où les femmes se rassemblaient, la conversation prenait un ton différent. Sarah Walsh, l'épouse de rancher Morgan Walsh, était assise avec 3 autres femmes sur son porche. Elles parlaient à voix basse, se penchant comme des conspiratrices. « Vous avez entendu ?» dit Sarah. Elle a fait passer Buckthorn pour un enfant qui joue avec des jouets. Martha Cooper, la femme du shérif, hocha lentement la tête. Marcus a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. 3 hommes armés, et elle n'a pas versé une seule goutte de sang. « C'est ça qui me frappe », dit Elizabeth Miller, la mère de l'adjoint. « Elle aurait pu les tuer, mais elle ne l'a pas fait. » La 4e femme, la jeune Mary Chen, sans lien de parenté avec Madame Chen, mais chinoise tout de même, prit la parole. « Mon mari dit que Buck et ses garçons la menaçaient, disaient des choses horribles. Le genre de choses. » Elle s'interrompit. Le genre de choses qu'on leur avait dites à toutes, à un moment ou à un autre. Les femmes restèrent silencieuses un moment, pensant à toutes les fois où elles avaient avalé des insultes, baissé les yeux, s'étaient écartées. Laisser des hommes comme Buckthorn faire à leur guise parce que quel choix avait-elle? « J'aurais aimé voir ça, » dit Sarah finalement. « Sarah, » haleta Martha, « c'est une chose terrible à dire. »« Vraiment? » Sarah la regarda dans les yeux. « Une femme qui tient tête à Buckthorn et sa clique. Je paierais cher pour voir ça. » Plus de silence. Puis Elizabeth sourit, juste un peu. Ça ne me dérangerait pas de le voir non plus. Elles rirent toutes, un rire discret, prudent, le genre de rire que les femmes partagent quand elles disent des choses qu'elles ne sont pas censées dire. Mais elles le pensaient, toutes, pensant à la femme au sabre qui avait fait ce qu'elles n'avaient jamais osé faire. Pendant ce temps, au bureau du shérif, Marcus Eldefer, Cooper avait une conversation très différente. Il était assis à son bureau, étudiant les 3 ceinturons étalés devant lui, passant ses doigts le long des coupures, parfaites, nettes, comme si quelqu'un avait tracé une ligne avec une règle, puis avait sectionné le cuir le long de celle-ci. Son seul œil valide, l'autre couvert par un bandeau de cuir, se plissa alors qu'il examinait les preuves. L'adjoint Josh Miller se tenait nerveusement dans le coin. « Shérif, qu'est-ce que vous voulez faire à ce sujet? » Cooper ne répondit pas immédiatement. Il prit l'un des ceinturons, le tint à la lumière de la lampe. La coupure traversait nettement le cuir et la boucle métallique qui tenait l'étui. Pas une effilochure, pas une déchirure, juste une seule tranche parfaite. « Josh, dit-il finalement, dans ta formation à l'académie, est-ce qu'on t'a déjà parlé de combat au sabre? »« Non, monsieur, juste les pistolets et les fusils. »« Moi non plus. » Cooper posa le ceinturon,
Mais j'ai déjà vu du travail au sabre. Il y a des années, à San Francisco, il y avait un homme là-bas, un Japonais, qui travaillait comme garde pour une des maisons de jeu. Je l'ai vu faire une démonstration une fois et il était bon, vraiment bon. Mais ça, Cooper fit un geste vers les ceinturons. C'est autre chose. C'est de l'art. De l'art qui a failli tuer 3 hommes. Failli, insista Cooper, mais qui ne l'a pas fait? C'est ça qui m'intéresse. Elle aurait pu les tuer aussi facilement que de respirer, mais elle a choisi de ne pas le faire. Josh se balança d'un pied sur l'autre. Vous pensez que ça la rend moins dangereuse? Cooper le regarda avec son unique œil. Non, adjoint. Je pense que ça la rend plus dangereuse. N'importe quel imbécile avec un pistolet peut tuer quand il a peur ou qu'il est en colère. Il faut un vrai talent pour se battre et choisir la pitié en même temps. Il se leva, attacha son ceinturon. Je vais aller parler à notre visiteuse. Reste ici. Garde une oreille attentive aux ennuis. Vous pensez que Buck va tenter quelque chose? Je pense que la fierté de Buckthorn est plus blessée que son corps. Et la fierté blessée pousse les hommes à faire des choses stupides. Cooper sortit dans la nuit. L'air du désert s'était considérablement rafraîchi, comme toujours une fois que le soleil avait abandonné le ciel. Ses bottes faisaient des bruits creux sur le trottoir en bois. Il pouvait entendre le bruit du saloon de McGinty, plus fort que d'habitude, plus en colère, le son d'homme se montant le bourrichon. Mais il tourna dans l'autre sens, vers la douce lueur des lanternes en papier au bout de la rue. La maison de thé de Madame Chen était toujours ouverte. À travers la fenêtre, il pouvait voir 2 femmes. Chen derrière le comptoir, l'étrangère à sa table d'angle. Même position qu'auparavant. Dos au mur, les yeux sur la porte, la cloche au-dessus de la porte tinta doucement alors qu'il entrait. Les 2 femmes levèrent les yeux. Le visage de Chen montrait du soulagement. Celui de l'étrangère ne montrait rien. « Shérif !» le salua Chen. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais apporter du thé. »« C'est bon, Madame Chen. Je suis ici pour affaires. » Il se tourna vers la femme au sabre. « Mon nom est Marcus Cooper. Je suis de la loi à Rattlesnake Gulch et j'aimerais entendre votre version de ce qui s'est passé ce soir. » La femme l'étudia, ses yeux sombres observant l'insigne, le pistolet, le bandeau sur son œil, les rides autour de sa bouche qui parlaient d'années difficiles et de choix encore plus durs. « Mon nom est Akari, dit-elle. Et que voudriez-vous savoir? » Cooper tira une chaise, s'assit en face d'elle, assez près pour parler, assez loin pour dégainer si nécessaire. « Vieilles habitudes. Vous avez déjà fait ça avant, dit-il. Ce n'était pas une question. « Me défendre, oui? »« Non, je veux dire ça spécifiquement, désarmer des hommes sans les tuer. Ce niveau de précision, ce niveau de contrôle. » Akari resta silencieuse un moment. « Je me suis défendu de nombreuses fois, Sheriff Cooper, dans de nombreux endroits. J'ai appris que la pitié est plus difficile que la violence, mais plus précieuse. » C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas toute la vérité, n'est-ce pas? Elle faillit sourire. « Non, ce ne l'est pas. » Vous voulez me raconter le reste? Pas particulièrement. Cooper hocha la tête. C'est juste. Alors, laissez-moi vous dire ce que je vois. Je vois une femme qui a été entraînée. Vraiment entraînée, pas juste les bases. C'est des années de travail, peut-être une vie entière. Il se pencha en avant. Et je vois quelqu'un qui fuit quelque chose, ou qui va vers quelque chose. Je n'ai pas encore décidé lequel. Akari soutint son regard fermement. Est-ce que ça a de l'importance? Ça pourrait, selon ce qu'est ce quelque chose. De derrière le comptoir, Madame Chen prit la parole. Shérif, c'est une bonne femme. Elle n'a rien fait de mal ce soir. Ces hommes sont entrés ici ivres, menaçants. Elle n'a fait que se défendre. Je sais ça, Madame Chen. J'ai déjà parlé à une demi-douzaine de témoins. Personne ne conteste les faits. Il se retourna vers Akari. Mais les faits et la vérité ne sont pas toujours la même chose. Et j'ai le sentiment qu'il y a plus de vérité ici que les faits ne peuvent en couvrir. Akari prit sa tasse de thé, but une lente gorgée. Quand elle la reposa, ses mains étaient parfaitement stables. « Vous êtes un homme sage, Sheriff Cooper. Vous voyez clairement, même avec un seul œil. La flatterie ne me distraira pas. Ce n'est pas de la flatterie, c'est une observation. » Elle fit une pause. « Vous avez raison, je fuis, c'est vrai, mais pas la loi, mon passé, la violence, la mort. Et pourtant, la violence vous a trouvé ce soir.
La violence me trouve toujours. J'ai arrêté d'essayer de lui échapper. Cooper étudia son visage, cherchant la tromperie, ne trouvant que de la lassitude. Vous prévoyez de rester à Rattlesnake Gulch? Je n'ai pas décidé. Eh bien, laissez-moi vous aider à décider. Buckthorn a des amis, des méchants, et une fierté blessée peut être plus dangereuse que n'importe quelle balle. Ce qui s'est passé ce soir, ce n'était que le début. Je sais. Et vous pensez toujours à rester? Akari regarda vers la fenêtre, vers la ville au-delà, vers les lumières brûlantes dans l'obscurité. Je suis fatigué de fuir, shérif. Très fatigué. Peut-être qu'il est temps de me poser quelque part, de me battre pour quelque chose, même si ce quelque chose n'est que mon droit de boire du thé en paix. Cooper se leva. C'est admirable. Stupide, mais admirable. Il ajusta son ceinturon. Je ferai ce que je peux pour maîtriser Buck et ses garçons. M'assurer qu'ils comprennent que porter plainte soulèverait des questions embarrassantes sur leur propre comportement. Mais j'apprécierais que vous envisagiez de partir une fois que vous vous serez reposé. Pas par peur, juste. Il fit une pause. Parfois, la bataille est la plus sage et celle que nous choisissons de ne pas mener. Maintenant, qui est le philosophe, shérif? Cooper sourit réellement à cela. La sagesse se présente sous de nombreuses formes, même pour les vieux chiens du désert comme moi. Il se dirigea vers la porte. Une dernière chose. Vous êtes lui, n'est-ce pas? Celui qu'ils appellent l'ombre de Kyoto. L'expression d'Akari ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Des histoires, dit-elle. Elles grandissent plus que les gens qui les inspirent. Peut-être, mais j'ai entendu des récits dans le Nord sur un sabreur errant qui se déplaçait comme de la fumée, qui a arrêté un braquage de banque dans le Colorado, désarmé 7 hommes dans les Montana sans en tuer un seul. Il la regarda. Sauf que les histoires disaient toutes que c'était un homme. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Je suppose que oui. Cooper toucha le bord de son chapeau. Eh bien, ombre ou pas ombre, homme ou femme, vous êtes dans ma ville maintenant, et j'ai l'intention de maintenir la paix ici pour tout le monde. Compris? Je comprends, shérif. Bien, Madame Chen, passez une bonne nuit. Verrouillez vos portes, toutes les deux. Il partit. La cloche tinta à nouveau. La porte se referma. Chen et Akari restèrent assises en silence pendant un long moment. Puis Chen se dirigea vers l'arrière-salle. Quand elle revint, elle portait un petit morceau de papier plié couvert de caractères chinois. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Akari. Chen hésita, puis le posa sur la table entre elles. « Une note. Elle a été glissée sous ma porte cet après-midi, avant votre arrivée. » Akari la déplia, lut lentement les caractères. Son japonais et le chinois de Chen partageaient suffisamment de racines pour qu'elle puisse en comprendre le sens. L'étrangère au sabre apportera des ennuis. Dites-nous ces mouvements ou votre commerce brûlera. Il n'y avait pas de signature, juste un sceau en bas, un croissant de lune. Le sang d'Akari se glaça. Elle connaissait ce sceau, le connaissait dans ses os, dans ses cauchemars. Quand avez-vous reçu ça? Sa voix était tranchante. Cet après-midi, vers 3 heures, un homme que je n'ai pas reconnu. Il parlait cantonais. Il a dit qu'il reviendrait dans 3 jours pour une réponse. À quoi ressemblait-il? Mince, habillé en noir. Il se déplaçait étrangement, comme vous. Silencieux. Trop silencieux. Akari se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre, scruta la rue à l'extérieur, cherchant des ombres qui bougeaient mal, le silence dans des endroits qui auraient dû être bruyants. « Madame Chen, dit-elle, vous devez quitter la ville ce soir, tout de suite. »« Quoi? Pourquoi? » »« Parce que les gens qui ont envoyé cette note ne sont pas des criminels ordinaires. Ce sont des kogas. » Elle se retourna. Son visage était pâle. « Et s'ils sont ici, alors mon passé l'est aussi. » Akari resta à la fenêtre longtemps après que Madame Chen soit montée à l'étage. La femme plus âgée avait refusé de quitter son propre commerce. Trop têtue, trop fatiguée de fuir, tout comme Akari elle-même. La lune monta plus haut, pleine et brillante, peignant le désert d'argent. Quelque chose à propos de cette lune, la façon dont elle était suspendue dans le ciel, sa couleur, tira Akari comme une marée. La ramenant en arrière à travers 5 ans et un océan, à une nuit où la lune avait ressemblé exactement à ça. Elle ferma les yeux et elle avait de nouveau 23 ans. Le domaine était en fête.
Des lanternes en papier pendaient de chaque bâtiment, se balançant doucement dans la brise printanière. Les cerisiers étaient en pleine floraison, leurs pétales tombant comme de la neige rose. L'air sentait le saké, le poisson grillé et la joie. C'était la nuit des fiançailles de son frère. Yuki Yamamoto se tenait au centre de la cour, son bras autour de sa promise, Tomoe, la belle Tomoe, fille d'une autre famille de samouraïs. L'alliance renforcerait les deux maisons. Son père était si fier. Akari regardait depuis le bord du rassemblement. Elle était heureuse pour son frère, vraiment. Mais il y avait quelque chose de mélancolique là-dedans aussi. Yuki avançait dans sa vie. Et elle était toujours là, s'entraînant toujours, essayant toujours de devenir quelque chose que leur monde en mutation ne voulait plus. Tu as l'air troublé, Akari-chan. Elle se tourna. Masashi se tenait à côté d'elle, deux tasses de saké à la main. Il lui en offrit une. Masashi Koga, son frère d'armes aîné, 27 ans et le meilleur sabreur du dojo de son père. Il était avec eux depuis 6 ans maintenant, s'entraînant, apprenant, devenant une partie de la famille, presque de la famille. Je ne suis pas troublé, dit Akari en acceptant la tasse. Juste pensive, il y a une différence. Dans Nightmares, il sourit malgré lui. Peut-être pas. Ils restèrent en silence amical, regardant la célébration, la musique, les rires, la danse. Te demandes-tu parfois, dit Masashi doucement, si nous nous entraînons pour un monde qui n'existe plus? Akari le regarda. Que veux-tu dire? Les anciennes voies, le Bushido, le code du samouraï, l'empereur adopte les idées occidentales, les armes occidentales. Bientôt, il n'y aura plus de place pour des hommes comme nous, ou des femmes comme toi. Il y aura toujours une place pour l'honneur. Vraiment, la voix de Masashi était douce, pas argumentative, juste triste. Ou l'honneur deviendra-t-il un luxe que seuls les riches peuvent s'offrir? Avant qu'Akari ne puisse répondre, son père appela. « Masashi, viens, nous portons un toast à l'avenir. » Masashi sourit, leva sa tasse, se dirigea vers le rassemblement, mais Akari remarqua qu'il ne répondit pas au toast de son père. Plus tard cette nuit-là, après que la plupart des invités soient partis, Akari entendit des voix fortes provenant du bureau de son père. Elle n'aurait pas dû écouter. Ce n'était pas convenable, mais elle se rapprocha quand même, assez près pour entendre. « Tu me demandes d'abandonner tout ce en quoi je crois, » disait son père, sa voix tendue de colère contenue. « Je te demande de survivre. » La voix de Masashi, calme mais insistante. « Le monde change, maître Yamamoto. Nous pouvons changer avec lui ou nous pouvons mourir en nous accrochant au passé. Ce que tu suggères n'est pas un changement, c'est une reddition, vendre nos compétences aux plus offrants comme de vulgaires mercenaires. Le clan Koga s'est adapté. Il prospère tandis que les anciennes familles de samouraïs s'effondrent. Les Koga ont abandonné l'honneur pour l'or. Ce n'est pas prospérer, c'est de la corruption. L'honneur ne nourrit pas les enfants affamés. L'or, si. Assez. La voix de son père claqua comme un fouet. Je ne veux plus entendre ça. Tu es comme un fils pour moi, Masashi. Mais si tu ne peux pas accepter nos voix, alors il est peut-être temps que tu trouves un autre chemin. Silence, puis des pas, la porte coulissant. Akari se plaqua contre le mur alors que Masashi émergeait. Son visage était vide, contrôlé, mais elle vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid. Il la vit, sut qu'elle avait écouté. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. « Ton père est un grand homme, » dit Masashi finalement. « Mais les grands hommes sont souvent les premiers à tomber quand le monde tourne. » Puis il disparut, marchant dans la nuit. C'était la dernière fois qu'Akari voyait Masashi en famille. La fois suivante où elle le vit, son monde brûlait. Cela s'est produit 3 nuits plus tard. Akari se réveilla au son des cloches. Pas les douces cloches du temple qui marquaient les heures. C'étaient des cloches d'alarme, frénétiques, désespérées. Elle sortit du lit en roulant, sa main cherchant automatiquement son katana. Même dans son sommeil, elle le gardait près d'elle. L'odeur la frappa en premier. La fumée, âcre et piquante. Elle courut à sa fenêtre et vit l'enfer. Le domaine était en feu. Les flammes léchaient les bâtiments en bois comme des démons affamés. Des ombres se déplaçaient dans la cour. Trop d'ombres, se déplaçant trop vite. Des ninjas. Elle reconnut immédiatement leur tactique. Son père lui avait appris à les reconnaître, à les contrer. Les techniques du clan Koga.
Des cris déchirèrent de la nuit. De l'acier sur de l'acier, le son humide des lames trouvant la chair. La porte d'Akari s'ouvrit violemment. Sa mère se tenait là, encore dans sa robe de nuit. Son visage était pâle, terrifié. « Tu dois fuir, » dit sa mère en japonais rapide. « Maintenant, par l'arrière, il y a un passage. »« Non, je dois me battre. Aidez père, aidez Yuki. Ils se battent déjà. Ils te font gagner du temps. Ne gaspillez pas leur sacrifice. » Sa mère lui attrapa les épaules. « Tu es la dernière fille de la lignée Yamamoto. Si tu meurs ici, notre famille meurt. Notre nom meurt. Tout ce que ton père a construit, tout ce que tes ancêtres ont accompli, tout se termine ce soir. Mère, fuis !» Sa mère la poussa vers l'arrière de la maison. « Vis, souviens-toi de nous. Venge-nous si tu le dois, mais vis. » Plus de cris de l'extérieur. Akari reconnut la voix de son frère. Yuki, se battant, lançant des défis à des ennemis qu'il ne pouvait pas voir. Akari courut à travers les pièces du fond, à travers les quartiers des serviteurs, vers la sortie secrète que son père avait construite des années auparavant. Au cas où, juste au cas où cette chose même arriverait. Derrière elle, elle entendit sa mère crier, un cri coupé net. Akari continua de courir, les larmes coulant sur son visage, le sabre à la main, la honte lui brûlant la poitrine. Elle atteignit le mur du fond, trouva le panneau caché, le fit glisser, regarda en arrière une dernière fois. Le domaine était maintenant entièrement englouti, les flammes atteignant la lune. Cette belle lune pleine qui rendait tout argenté. Dans la cour, elle vit son père se battre encore, entouré de 5 ninja Koga, son katana se déplaçant dans les formes anciennes, les formes parfaites, se battant comme un samouraï jusqu'à la fin. Et à côté de lui, Yuki, son frère, à peine 25 ans, son sabre déjà brisé, utilisant son wakizashi, maintenant dos à dos avec leur père. Et au-delà d'eux, à la porte, le sang d'Akari se glaça. Masashi. Il ne se battait pas. Il se tenait à la porte, regardant. Tandis que les ninjas Koga qu'il avait amenés se déversaient devant lui dans le domaine. Leurs regards se croisèrent à travers les flammes. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Il avait l'air soulagé, comme si un fardeau avait été levé, comme s'il avait porté quelque chose de lourd pendant trop longtemps et l'avait enfin posé. Il leva la main, pas en guise de salutation, pas en guise de menace, en guise d'adieu. La mère d'Akari l'attrapa par derrière, la tira à travers la sortie, referma le panneau. La dernière chose qu'Akari vit fut son père tomber, son frère s'agenouiller à côté de lui, et Masashi se détourner, marchant dans la nuit alors que leur monde brûlait. Akari ouvrit les yeux. Elle était de retour à Rattlesnake Gulch, dans la maison de thé de Madame Chen. La lune était toujours suspendue dans le ciel, toujours argentée, toujours pleine. Mais c'était une lune américaine maintenant, pas japonaise, à un océan et la moitié d'un continent de ce domaine en feu. Son visage était humide. Elle toucha sa joue. Ses doigts revinrent avec des larmes. Elle n'avait pas pleuré depuis 5 ans. Pas depuis cette nuit-là. Elle pensait avoir oublié comment faire. Des pas dans les escaliers. Madame Chen apparut, enveloppée dans une robe de chambre, le visage inquiet. « Vous avez crié, » dit Chen doucement. « Je vous ai entendu d'en haut. » Akari s'essuya rapidement le visage. « De vieux fantômes, les mêmes que vous avez mentionnés auparavant. » « Oui. » Chen se dirigea vers la petite cuisine, commença à chauffer de l'eau pour le thé. Le rituel apaisant, familier. « J'ai des fantômes aussi, dit-elle. Mon mari est mort dans les mines, ici, un éboulement. Ma fille... » Elle fit une pause. « La fièvre, il y a 2 ans. Je suis désolé. L'océan ne les a pas emportés, déménager ne les a pas laissés derrière. » Chen versa de l'eau chaude sur les feuilles de thé. Ils sont venus avec moi. Ils s'assoient avec moi. La nuit, je leur donne du thé. Je les laisse rester un moment, puis je leur demande de me laisser dormir. Elle apporta 2 tasses à la table, s'assit en face d'Akari. « Est-ce que ça marche? » demanda Akari. « Parfois, pas toujours, mais c'est mieux que d'essayer de leur échapper. » Chen regarda le visage d'Akari. « Vous vous souveniez de quelque chose de terrible? »« Oui, la nuit où votre famille est morte. » La main d'Akari se resserra sur sa tasse. « Comment le saviez-vous? »« Je le vois dans vos yeux, le même regard que je vois dans mon miroir, le regard de quelqu'un qui a survécu quand d'autres ne l'ont pas fait. » Elles restèrent assises en silence un moment. 2 femmes, 2 cultures, 2 continents,
liés par le même chagrin. L'homme qui a laissé cette note, dit finalement Akari, il est lié à ceux qui ont tué ma famille, le clan Koga. Ils m'ont trouvé. Que ferez-vous? Je ne sais pas encore. Vous pourriez partir tous de suite. Ils pourraient ne pas suivre. Ils suivront. Ils suivent toujours. Akari fixa son thé. Et je suis fatigué de fuir. Vous l'avez dit vous-même. Les fantômes viennent avec vous. Peu importe jusqu'où vous allez. Alors vous vous battrez. Peut-être. Ou peut-être que j'affronterai enfin ce que j'ai fui. Elle leva les yeux vers Chen. L'homme qui a mené l'attaque contre ma famille, c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un en qui j'avais confiance. Son nom est Masashi et il est ici dans ce territoire. Les yeux de Chen s'écarquillèrent. Comment le savez-vous? Le sceau sur cette note, le croissant de lune, c'est sa marque personnelle. Et le timing? Trop parfait. Il sait que je suis venu à l'ouest, il sait que je suis ici. Elle se leva, se dirigea de nouveau vers la fenêtre. La question n'est pas de savoir s'il viendra pour moi, mais quand. Alors vous devriez vous préparer. Je me suis préparé toute ma vie. Akari toucha la garde de son katana. Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, je ne fuis pas. Cette fois, je finirai ce qu'il a commencé cette nuit-là. La lune poursuivit sa lente course à travers le ciel, indifférente à la douleur humaine, indifférente à la vengeance ou à la justice ou au poids du petit. Mais Akari n'était plus indifférente. Non. Pendant 5 ans, elle avait fui, s'était cachée, avait essayé d'échapper aux souvenirs de ce domaine en feu et du visage de Masashi dans les flammes. Plus maintenant. Quoi qu'il arrive, elle l'affronterait, immobile. Le matin arriva, dur et brillant, le soleil du désert brûlant la fraîcheur de la nuit comme si elle n'avait jamais existé. Akari n'avait pas dormi. Elle avait passé les heures avant l'aube assise en méditation, ses sabres sur ses genoux, essayant de trouver la clarté que son ancien maître lui avait enseignée, l'immobilité au centre de la tempête. Mais la clarté lui échappait. Tout ce qu'elle trouvait, c'était la mémoire, la colère et la certitude que Masashi était là, quelque part, attendant, où elle n'allait pas l'attendre. Madame Chen avait essayé de la convaincre de rester, de se reposer, de laisser le shérif s'en occuper. Mais Akari avait passé 5 ans à laisser les autres s'en occuper. 5 ans à se cacher derrière de nouveaux noms et de longues routes dans l'espoir que la distance équivaudrait à la sécurité. Elle en avait fini de se cacher. Elle sella son cheval dans l'obscurité de l'aube, quitta Rattlesnake Gulch alors que la ville dormait encore, se dirigeant vers le nord, vers le dernier raid de bétail signalé, le Ranch Miller. 3 nuits auparavant, 30 têtes de bétail disparues, un employé de ranch mort, 2 blessés. Le shérif avait enquêté, trouvé des traces se dirigeant vers les montagnes, les avait suivis jusqu'à Thunder Canyon avant de perdre la piste. Mais Akari ne cherchait pas les mêmes choses que le shérif. Elle cherchait des fantômes. Le trajet dura 2 heures. Le domaine Miller était modeste. Une petite maison de ranch, quelques dépendances, des enclos maintenant vides, leurs portes pendantes comme des dents cassées. Akari mit pied à terre bien avant d'atteindre les bâtiments principaux, mena son cheval à un bosquet de peupliers et l'y attacha. Puis elle marcha, étudiant le sol, lisant l'histoire écrite dans la poussière et l'herbe foulée. Ici, des empreintes de bottes, pas des bottes de cow-boy, trop légères, trop petites, des bottes tabi, à bout fendu, le genre que les ninjas portaient pour le silence et l'adhérence. Ici, des marques dans le sol où des cordes avaient été lancées. Le bétail avait été déplacé rapidement, efficacement, sans mouvement superflu. Ici, du sang dans la terre, vieux maintenant, séché en brun, mais toujours visible si on savait quoi chercher. Akari s'agenouilla, toucha le sol, ferma les yeux. Dans son esprit, elle le vit. Le raid. Des ombres se déplaçant dans la nuit. Le bétail surpris mais pas paniqué. Les pillards savaient comment déplacer le bétail discrètement. L'employé de ranch qui s'était mis en travers du chemin. L'éclair de l'acier au clair de lune. Elle se leva, suivit la traînée de sang. Elle mena à la clôture où elle trouva ce qu'elle cherchait. Accroché à un rail cassé, un morceau de tissu noir, léger, du genre utilisé dans les tenues de ninja. Et sous le rail, à moitié enfoui dans la terre, une lame. Pas un katana, plus petit, un tanto, un couteau. Akari le ramassa avec précaution, enleva la terre. Ses mains se mirent à trembler. La lame était vieille, bien faite,
l'acier toujours tranchant malgré des années d'utilisation. Et sur la garde, gravé dans le bois avec une précision soignée, il y avait un sceau, un croissant de lune, le sceau de Masashi. Akari resta là un long moment, le couteau lourd dans sa main, la preuve que ses pires craintes étaient vraies. Il était ici dans ce territoire, opérant avec le clan Koga, utilisant les mêmes tactiques qui avaient détruit sa famille, détruisant d'autres familles maintenant, des familles américaines, mais des familles néanmoins. Tu as toujours été minutieuse, Akari. La voix venait de derrière elle, parlant japonais, familière, haï. Akari se retourna, sa main tombant sur son katana. Sur la crête au-dessus, se découpant contre le soleil du matin, se tenait une silhouette en noir, grande, mince, son visage caché par l'angle de la lumière. Mais elle connaissait cette voix. « Masashi », souffla-t-elle, « ça fait 5 ans. » La silhouette bougea légèrement, gardant toujours le soleil dans son dos, cachant toujours son visage. « Je me demandais si tu viendrais à l'ouest. Je me demandais si tu aurais le courage. » Le courage? La voix d'Akari était froide. « Tu me parles de courage. Toi qui as trahi ton maître, qui as mené des assassins pour assassiner sa famille. Je n'ai mené personne, j'ai simplement ouvert une porte. Ce qui est passé à travers était inévitable. » Sa voix était calme, conversationnelle, comme s'il discutait de philosophie autour d'un thé. « Ton père a choisi l'honneur plutôt que la survie. J'ai choisi différemment. Qui était le plus sage? Mon père est mort, mais il est mort avec honneur. Tu vis avec la honte. » La honte? Masashi rit. Je ne ressens aucune honte. Je ressens du soulagement, de la liberté. Les anciennes voix étaient des chaînes, Akari. Je les ai brisées et je suis plus fort pour cela. La main d'Akari se resserra sur la garde de son sabre. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi terroriser ces gens? Les affaires. Le chemin de fer veut s'éterminer. Les ranchers refusent de vendre, alors nous créons une incitation. Il haussa les épaules. C'est remarquablement rentable. L'Amérique est pleine d'opportunités pour les hommes qui ne sont pas liés par des codes dépassés. Et les femmes? Demanda Akari. Y a-t-il des opportunités pour les femmes aussi? Ou suis-je toujours juste une fille qui joue avec les sabres de son père? La silhouette devint très immobile. Tu as entendu parler d'hier soir. J'étais là. Buckthorn et ses idiots, ils ne faisaient pas partie du plan. Ils étaient... Il fit une pause. Un heureux accident. Je me demandais si tu te révélerais, et tu l'as fait. Merci pour ça. Tu voulais que je sache que tu étais là. Bien sûr, ce jeu n'est pas amusant si tu ne sais pas que tu joues. Il s'avança, gardant toujours son visage dans l'ombre. Pensais-tu que tu pourrais te cacher pour toujours? Pensais-tu que je ne te trouverais pas? J'ai arrêté de me cacher hier soir. Bien, parce que fuir est indigne de toi. Ça l'a toujours été. Il se tourna comme pour partir, puis s'arrêta. Cette terre brûlera comme ta maison, Akari, à moins que tu ne nous arrêtes, à moins que tu ne m'arrêtes. Sa voix baissa. Peux-tu m'affronter? Peux-tu faire ce que tu aurais dû faire il y a 5 ans? Que veux-tu de moi? La voix d'Akari tremblait d'une rage qu'elle pouvait à peine contrôler. Je veux que tu comprennes, je veux que tu vois que j'avais raison, que la survie vaut plus que l'honneur, que les forts s'adaptent tandis que les faibles s'accrochent au passé. Il rit à nouveau. Et puis je veux que tu nous rejoignes ou que tu meurs en essayant de nous arrêter. De toute façon, tu accompliras enfin ton but. Mon but? Prouver que les anciennes voix sont mortes, que les guerriers comme Tom Hampem, ton père, comme mon ancien maître, ont leur place dans les tombes, pas dans ce nouveau monde. Akari dégaina son katana, la lame chantant en quittant son fourreau. Mais la silhouette était déjà partie, disparue comme de la fumée, comme s'il n'avait jamais été là. Seule sa voix restait, résonnant sur les parois du canyon. 3 jours, Akari. 3 jours jusqu'au prochain raid. Thunder Canyon. Viens seul ou plus d'innocents mourront. C'est ton choix. Puis le silence. Akari se tenait seul sur la crête, son sabre dégainé contre le vide, son corps tremblant de rage, de chagrin et d'autres choses. Un but. Pendant 5 ans, elle avait dérivé, fuyant de ville en ville, de son passé, de sa culpabilité, du souvenir de sa famille en flammes. Plus maintenant. Masashi voulait une confrontation, voulait prouver que sa voix était la bonne, que l'honneur était une faiblesse,
que les anciennes voix méritaient de mourir. Elle lui donnerait sa confrontation. Mais la leçon serait différente de celle qu'il attendait. Akari ringana son sabre, ramassa le tanto là où elle l'avait laissé tomber, étudia le saut en croissant de lune une dernière fois, puis elle monta sur son cheval et se retourna vers Rattlesnake Gulch. Elle avait 3 jours pour se préparer, 3 jours pour trouver des alliés, 3 jours pour transformer le piège de Masashi en sa défaite. La guerre de l'ombre avait commencé, et cette fois, Akari ne fuirait pas les ténèbres. Elle les deviendrait. Quand Akari retourna à Rattlesnake Gulch, la ville était complètement réveillée. Le soleil du matin tapait sur la rue principale, transformant la poussière en or et l'air épais comme de la soupe. Les gens s'arrêtaient et la dévisageaient à son passage. La nouvelle s'était répandue. C'est toujours le cas dans les petites villes. La femme étrangère au sabre, celle qui avait humilié Buckthorn, celle qui se déplaçait comme l'éclair. Certains regardaient avec peur, d'autres avec curiosité. Quelques femmes hochèrent la tête à son passage. De petits gestes à peine perceptibles, mais Akari les remarqua. Elle se dirigea directement vers le bureau du shérif. Marcus Cooper était assis à son bureau, une tasse de café dans une main et un télégramme dans l'autre. Il leva les yeux quand elle entra. « Je me demandais quand vous seriez de retour, dit-il. Où êtes-vous parti si tôt? » Au Ranch Miller, en suivant la piste du raid, Cooper posa son café. « Vous avez trouvé quelque chose? » Akari posa le tanto sur son bureau, le seau en croissant de lune vers le haut. Le shérif le prit, l'étudia. Son unique œil valide se plissa. « Qu'est-ce que je regarde? » Une preuve. Les voleurs de bétail ne sont pas des bandits ordinaires. Ce sont des ninja koga, des guerriers entraînés du Japon, engagés par quelqu'un avec de l'argent et un but. Des ninjas, Cooper prononça le mot avec précaution, comme dans ces histoires de San Francisco. Oui, mais ce ne sont pas des histoires. Ils sont ici, opérant dans ce territoire, utilisant les raids pour déstabiliser les ranchs, effrayer les gens pour qu'ils vendent leurs terres. À qui? Ça, je ne le sais pas encore, mais je le découvrirai. Cooper posa le couteau, se pencha en arrière dans sa chaise. C'est plus gros que du vol de bétail. Oui. Et vous prévoyez de faire quelque chose à ce sujet? Oui. Même si je vous ai conseillé de quitter la ville? Akari croisa son regard. Surtout parce que vous m'avez conseillé de partir. Ces gens sont venus ici à cause de moi. Ou je suis venu ici à cause d'eux. De toute façon, je ne peux plus fuir. Le shérif resta silencieux un moment. Puis il se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda sa ville. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir, dit-il. Morgan Walsh est passé ce matin, un grand rancher, propriétaire du ranch Double W au nord d'ici. Il a été frappé 2 fois par ses pillards et perdu de bons hommes, du bon bétail. Je sais, j'ai vu les signes au Ranch Miller. Il cherche de l'aide, quelqu'un qui comprend à quoi il a affaire. » Cooper se retourna pour lui faire face. Quelqu'un avec des compétences que la loi locale n'a pas. Il veut m'engager, il veut vous rencontrer, voir si vous êtes ce que les histoires disent que vous êtes. Akari réfléchit. Un travail, une position officielle. Cela lui donnerait des ressources, un accès, une raison d'enquêter sans éveiller les soupçons. Où est-il maintenant? Probablement au magasin général. Il vient en ville tous les mercredis pour les provisions. Cooper prit son chapeau. Venez, je vais vous présenter. Ils trouvèrent Morgan Walsh en train de charger des sacs de grains sur un chariot. C'était un homme buriné d'une 50aine d'années, avec des mains comme du cuir et des yeux qui ne manquaient rien. 2 jeunes hommes l'aidaient, ses fils d'après la ressemblance familiale. « Morgan, » appela Cooper, « j'ai quelqu'un que vous devriez rencontrer. » Walsh se tourna, vit Akari. Son expression passa par la surprise, le scepticisme, puis une évaluation attentive. « C'est elle? » demanda-t-il. « Celle d'hier soir. » « C'est elle. » Walsh s'approcha, croisa Akari de haut en bas, non pas avec irrespect, mais avec l'œil d'un homme qui évalue un cheval à l'achat. « Vous avez vraiment désarmé 3 hommes sans les tuer? »« Oui, » dit simplement Akari. « Avec des sabres? »« Oui. »« Contre des pistolets? »« Oui. » Le fils aîné William, grand et arrogant, prit la parole. « Père, c'est de la folie. C'est juste une... » William. La voix de Morgan était calme, mais portait du poids. « Surveille tes manières. » William ferma la bouche, et mais son regard sceptique demeura. Morgan se retourna vers Akari.
J'entends dire que vous savez quelque chose sur ces pillards, plus que de simples suppositions. Je sais que ce sont des guerriers entraînés, pas des voleurs ordinaires. Ils utilisent des techniques de l'école de ninjutsu Koga. Guerre de l'ombre, frappe de précision, tactique psychologique. Ça fait beaucoup de grands mots. Préférez-vous des mots simples? Ils sont doués pour tuer. Ils continueront à tuer jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. Morgan sourit légèrement. J'apprécie le franc-parler. Il jeta un coup d'œil à Cooper. Le shérif dit que vous pourriez être intéressé par un travail. Cela dépend du travail. Protection, enquête, peu importe comment vous appelez l'utilisation de ces sabres pour m'aider à découvrir qui est derrière tout ça et les arrêter avant qu'ils ne détruisent tous les ranchs du territoire. Akari resta silencieuse, pensant. C'était ce dont elle avait besoin, l'accès au ranch, au schéma, aux preuves qui l'amèneraient aux employeurs de Masashi. Mais c'était aussi un piège. Masashi lui avait essentiellement dit où serait la prochaine attaque. Thunder Canyon, dans 3 jours. Il voulait qu'elle vienne, s'y attendait, ce qui signifiait qu'elle devait être plus intelligente que ses attentes. « J'accepte votre offre, dit-elle, à une condition. » dit l'homme. « La maison de thé de Madame Chen bénéficie de la protection du double doigt. S'il arrive quoi que ce soit à elle ou à son commerce pendant que je travaille pour vous, je m'en vais. » Morgan parut surpris. « Vous négociez pour quelqu'un d'autre avant vous-même. Elle m'a montré de la gentillesse quand d'autres ne l'ont pas fait. Je rends de la gentillesse. » Morgan tendit la main. « Marché conclu. Nous protégeons Madame Chen. Vous nous aidez à arrêter ces salauds. » Et Carrie lui serra la main. Sa poignée était forte. « Honnête. Quand est-ce que je commence? » « Maintenant, si vous le voulez bien. Nous pouvons aller au ranch, vous montrer la disposition, parler stratégie. » « Je le veux bien. » Alors qu'il se préparait à partir, le shérif Cooper prit Akari à part. « Soyez prudente, dit-il doucement. Morgan est un homme bon, mais il est désespéré. Les hommes désespérés font des erreurs. Je serai prudente. Et méfiez-vous de Buckthorn. Il boit beaucoup depuis hier soir, parle à des étrangers qui viennent d'arriver en ville, des hommes en noir qui bougent bizarrement, comme vous. » Le sang d'Akari se glaça. Des hommes en noir? Oui, 3 d'entre eux prétendent être des agents fédéraux, mais leurs insignes m'ont paru faux. Trop neufs, trop propres. Des Koga, ici en ville, observant, recrutant. « Shérif, dit Akari, ces hommes ne sont pas des agents fédéraux. Ils font partie du groupe que je chasse. Si Buckthorn leur parle, alors il se fait manipuler. » La mâchoire de Cooper se serra. « Je garderai un œil sur lui. Vous, concentrez-vous sur votre travail. » Mais l'esprit d'Akari tournait déjà à plein régime. Masashi ne l'attendait pas seulement à Thunder Canyon. Il préparait le champ de bataille, montant les habitants les uns contre les autres, utilisant la fierté blessée de Buck comme une arme. Les choses allaient empirer avant de s'améliorer. Pendant ce temps, au saloon de McGinty, Buckthorn était assis dans un coin sombre, sirotant son 4e whisky de la matinée. Ses mains tremblaient encore quand il pensait à la nuit dernière. La lame à sa gorge, la certitude de la mort, puis l'inexplicable pitié. Cela avait brisé quelque chose en lui. Pas sa colère, elle était toujours là, chaude et prête, mais sa confiance, son sentiment que le monde avait un sens. Une ombre tomba sur sa table. Buck leva les yeux. Un homme en noir se tenait là, mince, rasé de près, des yeux froids qui semblaient tout absorber et ne rien révéler. « Monsieur Thorne, » dit l'homme. Son anglais était bon, mais accentué. « Je crois comprendre que vous avez eu des ennuis hier soir. »« Qui diable êtes-vous? » L'homme écarta son manteau, montrant un insigne. « Marshal fédéral, ou ce qui y ressemblait. »« Agent Smith, » dit-il. « Je suis ici pour enquêter sur des rapports concernant une criminelle dangereuse dans le territoire. Une femme japonaise avec des sabres, connue sous plusieurs noms, recherchée pour des meurtres dans 3 États. » Buck se redressa. « Cette sorcière étrangère, elle est recherchée? » »« Très recherchée. Elle se déplace vers l'ouest, laissant des corps derrière elle. Nous la suivons depuis des mois. » L'agent Smith s'assit sans y être invité. « J'ai entendu dire qu'elle vous a agressé, vous et vos compagnons. Elle a coupé nos ceinturons nets, nous a humiliés devant toute la ville. C'est sa méthode. Elle est hautement entraînée, extrêmement dangereuse. Nous avons besoin d'aide pour l'appréhender avant qu'elle ne blesse d'autres personnes. » Buck se pencha en avant.
C'était ce dont il avait besoin. Une validation. La preuve qu'il n'était pas juste un imbécile ivre qui avait cherché la bagarre avec la mauvaise personne. Quel genre d'aide? Des informations. Ses mouvements, où elle va, à qui elle parle. Smith sortit une petite bourse en cuir, la posa sur la table. Elle cliqueta avec le son de pièces de monnaie. Nous payons bien pour la coopération. Buck regarda la bourse, puis l'insigne de Smith. Quelque chose clochait. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Peut-être la façon dont Smith bougeait. Trop silencieux, trop contrôlé, pas comme un agent fédéral que Buck avait jamais rencontré. Mais l'argent était réel, et la chance de se venger était réelle. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Demanda Buck. Au même moment, dans la maison de thé de Madame Chen, une conversation différente avait lieu. Chen nettoyait après le service du petit déjeuner quand la porte s'ouvrit. Elle leva les yeux, s'attendant à un client. À la place, un homme mince en noir se tenait dans l'embrasure. Le même homme qui avait livré la note hier. La main de Chen se dirigea vers le couteau qu'elle gardait derrière le comptoir. « Je ne ferai pas ça, » dit l'homme en cantonais. « Je suis seulement ici pour parler. Je n'ai rien à vous dire. » « Peut-être, mais j'ai des choses à vous dire. » Il entra, ferma la porte. La femme au sabre, elle a accepté l'offre d'emploi de Morgan Walsh ce matin. Comment savez-vous? Nous avons des yeux partout. C'est ce que nous faisons. Observer, écouter, agir quand c'est nécessaire. Il se rapprocha du comptoir. Vous l'avez aidé hier soir, l'avez abrité, l'avez prévenu à notre sujet. Je n'ai rien fait de tel. S'il vous plaît, ne nous insultez pas tous les deux avec des mensonges. L'homme posa une autre note sur le comptoir. C'est un nouveau message de mon employeur. Il veut que vous sachiez quelque chose. Chen ne toucha pas la note. Quoi? Que la femme au sabre va faire tuer des gens. Que sa présence ici apportera la guerre. Des innocents mourront, à moins qu'elle ne parte ou à moins qu'elle ne meure. Vous ne pouvez pas. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous avons déjà tué un employé de ranch. Nous pouvons en tuer d'autres. Nous pouvons brûler des bâtiments, empoisonner des puits, transformer cette ville en cimetière. Il sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ou vous pouvez nous aider à éviter cela. Dites-nous où elle sera, quand, ce qu'elle prévoit. De petites choses, de simples informations. Et si je refuse? Alors nous commencerons par votre maison de thé. Un si bel endroit. Ce serait dommage qu'il brûle encore. Il insista sur le dernier mot, montrant clairement qu'il était au courant de l'incendie qui avait détruit son précédent commerce 3 ans auparavant. Le visage de Chen devint pâle. L'homme hocha la tête. « Je vois que vous comprenez. Vous avez jusqu'à demain soir pour décider. Aidez-nous ou regardez tout brûler. » Il se tourna pour partir, s'arrêta à la porte. « Oh, et ne parlez pas de cette conversation à la femme au sabre. Nous le saurons si vous le faites, et cela rendrait les choses très désagréables pour vous deux. » Puis il disparut. Chen resta figée derrière son comptoir, la note posée là comme un serpent enroulé. Elle avait 2 choix. Trahir Akari pour se sauver elle-même et son commerce, ou refuser et risquer de tout perdre à nouveau. Certains choix, pensa-t-elle amèrement, n'étaient pas vraiment des choix du tout. Elle prit la note avec des mains tremblantes, la déplia. À l'intérieur, une seule phrase en chinois. « 3 jours, Thunder Canyon. Viens seul ou la ville brûlera. » Chen ferma les yeux, prit une décision. Elle le dirait à Akari, mais pas tout de suite. D'abord, elle devait réfléchir, planifier, car si les Koga voulaient Akari à Thunder Canyon, alors Thunder Canyon était un piège, et Chen n'avait pas survécu aussi longtemps en marchant dans des pièges. Le ranch Double W s'étendait dans la vallée du Nord comme un géant endormi, des milliers d'hectares de pâturage, des centaines de têtes de bétail, des bâtiments qui témoignaient de 3 générations de travail acharné et de sueur honnête. Morgan Walsh fit faire à Akari le tour complet, lui montra le périmètre, les points d'eau, les points vulnérables où les pilleurs pourraient nous frapper. William suivait, silencieux mais sceptique. Le plus jeune fils, Warren, était resté pour travailler. Il avait salué Akari d'un signe de tête et rien de plus. « On a été frappé 2 fois le mois dernier, » expliqua Morgan, alors qu'il longeait la clôture. « Toujours pendant la nouvelle lune, toujours la nuit. Ils prennent le meilleur bétail, laissent le reste éparpillé, tuent quiconque essaie de les arrêter. Combien de pillards? Difficile à dire. Mes hommes rapportent avoir vu des ombres,
entendu des bruits, mais sans jamais avoir un décompte clair. Comme combattre des fantômes. Parce qu'ils sont entraînés pour être des fantômes, les Koga se spécialisent dans la guerre psychologique. Vous faire croire qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne le sont vraiment. Vous faire douter de ce que vous voyez. Morgan hocha lentement la tête. Alors, comment on combat ça? On arrête de se battre à leur manière. On commence à se battre à la nôtre. Akari étudia le paysage. Ils choisissent le terrain, le moment, la méthode. Nous leur enlevons ces avantages. Comment? En les faisant venir à nous, selon nos termes, en plein jour, là où leurs ombres ne peuvent pas les cacher. William intervint pour la première fois. Ça a l'air bien en théorie, mais comment on les fait faire ce qu'on veut? Akari le regarda vraiment, jeune, confiant, non éprouvé. En leur donnant une cible trop tentante pour y résister, dit-elle. Comme quoi? Comme moi. Morgan secoua la tête. Absolument pas. Je vous ai engagé pour nous aider à nous protéger, pas pour servir d'appât. Je suis déjà un appât, Monsieur Walsh. Ils sont venus ici à cause de moi ou je suis venu ici à cause d'eux. Le résultat est le même. Ils me veulent. Je vais utiliser ça. C'est du suicide. Non, c'est de la stratégie. Akari tourna son cheval vers la maison du ranch. Mais d'abord, j'ai besoin de mieux comprendre leur schéma. Montrez-moi où les raids précédents ont eu lieu. Ils passèrent les 2 heures suivantes à parcourir les sites d'attaque. Akari examina tout. Empreintes de sabots, terre remuée, clôture brisée, taches de sang dans la poussière. À chaque endroit, elle trouva la même chose. Un travail professionnel, un minimum de gaspillage, une efficacité maximale. Et toujours, quelque part caché, une petite marque, un croissant de lune gravé dans le bois ou la pierre. La carte de visite de Masashi, lui faisant savoir qu'il était passé par là, la narguant. Alors que le soleil atteignait son zénith, Morgan suggéra de retourner à la maison principale pour le déjeuner. Akari accepta, bien qu'elle n'ait pas faim. Les employés du ranch étaient rassemblés au dortoir. Environ 20 hommes, visages burinés, mains dures. Ils s'arrêtèrent de parler à l'approche d'Akari. Morgan appela. « Les hommes, voici Akari. Elle travaillera avec nous pendant un certain temps pour nous aider avec notre problème de sécurité. J'attends de vous que vous la traitiez avec le même respect que vous montreriez à n'importe quel employé de ce ranch. » Silence, puis le contremaître, un homme grisonnant nommé Dutch, prit la parole. « Avec respect, patron. La sécurité, c'est une chose, mais recevoir des ordres d'une femme, c'en est une autre. » « Alors ne recevez pas d'ordre d'elle, dit calmement Morgan. Recevez-les de moi, et je vous dis d'écouter ce qu'elle a à dire. Elle en sait plus sur ces pillards que n'importe qui d'autre dans le territoire. » Dutch regarda Akari. « Sans vouloir vous offenser, madame, mais ça fait 30 ans que je travaille avec le bétail. Je n'ai pas besoin qu'une... » Il s'arrêta. « Qu'une femme étrangère me dise comment faire mon travail. » Termina Akari pour lui. « C'est ce que vous alliez dire? » Dutch eut la décence d'avoir l'air embarrassé. « Quelque chose comme ça. »« Je comprends. Je ressentirais la même chose. » Akari mit pied à terre, s'approcha des hommes rassemblés. « Mais je ne suis pas ici pour vous dire comment travailler le bétail. Je suis ici pour vous aider à rester en vie pendant que vous le faites. Et pour ça, j'ai besoin que vous me fassiez confiance, même si vous ne m'aimez pas. »« La confiance, ça se gagne, » dit un autre employé. « Vous avez raison. Alors laissez-moi la gagner. » Akari fit un geste vers l'enclos le plus proche. « Votre troupeau, combien de têtes? »« Environ 50 dans cet enclos, » répondit Dutch, las. « Et combien diriez-vous sont pleines? » Dutch plissa les yeux. « Peut-être une douzaine, difficile à dire d'ici. » Akari étudia le troupeau un moment, puis pointa du doigt. Celle-là et celle-là, et la génisse rousse près de l'abreuvoir. Toutes pleines, au début de la gestation. Peut-être 2 mois. Dutch la dévisagea. « Comment diable pouvez-vous le dire de cette distance? » De la même manière que vous pouvez distinguer un bon cheval d'un mauvais en le regardant marcher, en prêtant attention aux détails que la plupart des gens manquent. Elle se tourna pour lui faire face. « J'ai été entraîné toute ma vie à remarquer les choses, les petites choses, la façon dont quelqu'un se tient, la façon dont il respire, la façon dont il bouge. » Elle passa devant les employés rassemblés. En le faisant, elle parla sans les regarder. « Vous, dit-elle en pointant un jeune employé à sa gauche, vous ménagez votre jambe droite, une vieille blessure, probablement d'une chute.
Vous quimpacez en déplaçant votre poids quand vous êtes immobile. La bouche du jeune homme tomba. Je me suis cassé la cheville il y a 2 ans. Comment avez-vous? Akari passa à l'homme suivant. Vous, vous êtes gaucher, mais vous portez votre pistolet sur la hanche droite, ce qui signifie que vous n'êtes pas rapide à dégainer. Vous comptez sur la précision plutôt que sur la vitesse. L'homme hocha lentement la tête. J'ai jamais été rapide. Et vous, dit Akari à un autre, vous avez fait la guerre. Je peux le dire à la façon dont vous balayez l'horizon, toujours à la recherche de menaces, toujours à calculer les angles d'approche. L'employé plus âgé enleva son chapeau. Shiloh, et la marche à travers la Géorgie. Akari s'arrêta, se tourna pour leur faire face à tous. Je vous dis cela non pas pour vous impressionner, mais pour vous montrer que je vois des choses que d'autres ne voient pas. Et si je peux voir ces petits détails sur vous après quelques instants d'observation, imaginez ce que je peux voir sur nos ennemis, sur leurs tactiques, leurs faiblesses, leurs schémas. Dutch se frotta la mâchoire. D'accord, vous avez marqué un point. De quoi avez-vous besoin de notre part? D'informations. Parlez-moi des raids. Tout ce dont vous vous souvenez. Aucun détail n'est trop petit. Ils parlèrent pendant 1 heure, Akari écoutant plus qu'elle ne parlait, se construisant une image mentale de la façon dont les Koga opéraient. Puis c'est arrivé. Un son lointain, sec et soudain, des coupes de feu, Akari se jeta au sol instantanément, son corps réagissant avant que son esprit ne comprenne. Les employés du ranch la dévisagèrent. Confus. Morgan se mit à ses côtés. C'est juste les garçons qui s'entraînent au tir sur le champ de tir sud. Rien à craindre. Mais Akari tremblait, plaqué contre la terre, ses mains couvrant ses oreilles, les yeux fermés. Pendant un instant, elle n'était plus au ranch Double W. Elle était de retour dans le domaine la nuit de l'attaque. Des pistolets qui tirent, des cris, du sang. Morgan s'agenouilla à côté d'elle. « Akari, tout va bien, vous êtes en sécurité. » Lentement, Akari ouvrit les yeux, se força à respirer, à se souvenir où elle était. Les employés du ranch la regardaient tous maintenant, non pas avec mépris, mais avec autre chose. De la compréhension. Dutch parla doucement. « Je connais ce regard. J'avais un ami qui est revenu de la guerre avec ça. On appelait ça le cœur du soldat. » Akari se releva et pousseta la terre de ses vêtements. Son visage brûlait de honte. « Je m'excuse. Elle ne savait pas quoi dire. « Pas besoin, dit doucement Morgan. On a tous nos fantômes. Certains sont juste plus bruyants que d'autres. » William, qui avait observé depuis le porche de la maison, s'approcha. Son expression sceptique s'était adoucie. « Madame, dit-il, je me suis trompé sur vous. Quoi que vous ayez traversé, personne n'en sort sans cicatrice. » Akari hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Le moment passa. Les employés retournèrent à leur travail. Mais quelque chose avait changé. Ils avaient vu sa vulnérabilité. Et au lieu de la mépriser pour cela, ils l'avaient reconnue, parce qu'ils avaient tous la leur. Cette nuit-là, de retour à Rattlesnake Gulch, Akari était assise dans la cuisine de Madame Chen, buvant du thé, essayant d'empêcher ses mains de trembler. Chen travaillait silencieusement à côté d'elle, préparant des légumes pour le lendemain, ne posant pas de questions, juste étant présente. Finalement, Chen parla. « Vous avez vu quelque chose aujourd'hui? »« Oui. »« Quelque chose de votre passé? »« Oui. »« Est-ce que ça arrive souvent? »« Les souvenirs. » Akari resta silencieuse. Puis, « Tous les jours, parfois juste des flashs. Parfois, je suis complètement là-bas. Je sens la fumée, j'entends des cris, je vois leur visage. »« Qui? »« Mon père, Inch'Annéon. Moi et mon frère, mon père, ma mère. Tous ceux que je n'ai pas réussi à protéger. » Chen posa son couteau. « Vous ne les avez pas trahis. J'ai fui, ils se sont battus, ils sont morts. J'ai vécu. Parce qu'ils ont choisi de vous sauver, ce n'est pas un échec, c'est un sacrifice. Et vous déshonorez leur sacrifice en portant cette culpabilité. » Akari leva brusquement les yeux. « Comment pouvez-vous dire ça? Vous avez perdu votre famille aussi. Ne vous sentez-vous pas coupable? » « Tous les jours, admit Chen. Je me sens coupable d'avoir envoyé ma fille chercher de l'eau le jour où la fièvre est arrivée. Coupable de ne pas avoir eu les moyens de payer un médecin avant qu'il ne soit trop tard. Coupable d'avoir survécu et pas elle. » Elle fit une pause. « Mais j'ai appris quelque chose.
La culpabilité est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Elle ne change rien, ne ramène personne, elle nous empêche seulement de vivre. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On la porte, comme on porte tous nos fardeaux, et on essaie de l'utiliser pour faire mieux, pour protéger les autres, pour donner un sens à leur sacrifice. Akari resta silencieuse un long moment, puis elle raconta à Chen l'histoire de Masashi, de la note, de Thunder Canyon. Chen écouta sans l'interrompre. Quand Akari eut fini, Chen sortit la note que l'agent Koga avait laissée, la montra à Akari. « Ils sont venus me voir aussi, » dit Chen. « Monde menacé, ont essayé de me faire vous espionner. » Le visage d'Akari devint pâle. « Chen, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? » « Parce que j'avais besoin de réfléchir, de planifier, et parce que je vous connais. Vous auriez essayé de me protéger en partant, et je ne perdrai pas une autre personne qui m'est chère à cause de la peur. Que leur avez-vous dit? Rien encore, mais Akari... Chen lui serra la main. C'est un piège. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, Thunder Canyon, 3 jours. Ils vous veulent la basse, ils vous veulent un soul. Je sais, et vous irez quand même. Je dois le faire. Non, vous choisissez de le faire. Il y a une différence. Akari retira sa main, se leva, fit les 100 pas dans la petite cuisine. Que voudriez-vous que je fasse? Fuir à nouveau? Les laisser terroriser cette ville? Laisser d'autres personnes mourir? Je voudrais que vous soyez intelligente, stratégique. Vous l'avez dit vous-même. Ne vous battez pas à leur manière. Battez-vous à la vôtre. Chen se leva aussi. Alors, faites-les venir à vous, sur votre terrain, avec des alliés, avec de la préparation. Masashi me connaît trop bien, il s'y attendra. Alors surprenez-le. Akari arrêta de faire les 100 pas, regarda Chen. Que suggérez-vous? Chen sourit, un sourire petit, triste et déterminé. Je suggère, dit-elle, que je vous aide. Dites à l'agent Koga que j'accepte. Donnez-lui de fausses informations. Menez-les où vous voulez. Au lieu que vous alliez à leur piège, nous leur apportons le piège. Cela vous mettrait en danger. Je suis déjà en danger. Nous le sommes toutes les deux. Au moins, de cette façon, nous contrôlons certaines des variables. Akari étudia le visage de Chen, vit la peur là, mais aussi la résolution. 2 femmes qui avaient tout perdu, qui avaient fui assez loin, qui étaient enfin prêtes à se tenir debout. « D'accord, dit Akari, nous le faisons à votre manière, mais prudemment, très prudemment. Quand ai-je jamais été autre chose que prudente? » Malgré tout, Akari sourit. Elle passait en l'heure suivante à planifier. Chen dirait à l'agent Koga qu'Akari prévoyait en effet d'aller seul à Thunder Canyon, mais elle leur donnerait aussi de fausses informations sur le moment et l'approche. Pendant ce temps, Akari préparerait une réponse différente, une que Masashi n'attendrait pas. C'était un jeu dangereux, un qui pourrait les faire tuer toutes les deux. Mais c'était mieux que de fuir, et mieux que de marcher aveuglément dans un piège. Dehors, la lune se leva sur Rattlesnake Gulch. Pas encore tout à fait pleine, mais presque. 3 jours jusqu'à la nouvelle lune. 3 jours jusqu'à ce que tout change. 2 jours avant la nouvelle lune, tout s'est mis en place. Madame Chen a joué son rôle à la perfection. Elle a dit à l'agent Koga qu'Akari se rendrait seule à Thunder Canyon à l'aube, qu'elle était trop fière pour demander de l'aide, trop marquée par son passé pour faire confiance aux autres. L'agent l'a cru, car cela ressemblait à la vérité. Mais la vraie vérité était différente. Akari n'allait pas à Thunder Canyon. Elle amenait Thunder Canyon à Rattlesnake Gulch, plus précisément à la mine Lucky Strike. La mine s'enfonçait profondément sous la ville. Des puits abandonnés, des tunnels étroits, des endroits où les ombres ne pouvaient pas se cacher car il n'y avait pas d'ombre, seulement la lumière des lampes et la pierre. Des endroits où les tactiques de ninja ne signifiaient rien et où l'acier honnête signifiait tout. Morgan Walsh avait compris immédiatement. Vous voulez retourner l'échiquier, les faire se battre sur votre terrain? Oui, et j'ai besoin de votre aide pour apoter le piège. Le plan était simple. William Walsh se rendrait à Thunder Canyon, se rendrait visible, se laisserait capturer. C'était dangereux, peut-être suicidaire. William s'est porté volontaire quand même. Vous avez sauvé le ranch de mon père, dit-il à Akari. Et vous m'avez montré ce qu'est le vrai courage. Ce n'est pas de ne jamais fuir un combat, mais ce n'est pas non plus de toujours courir vers un. C'est de choisir le bon combat, de la bonne manière. Akari lui serra l'épaule. Votre père a élevé un bon fils.
Il a élevé un fils têtu. Il y a une différence. La nuit avant que le piège ne soit tendu, Akari était assise seule dans le puits de mine, se préparant, méditant. Elle entendit des pas. Le shérif Cooper émergea de l'obscurité, portant une lanterne. « Je pensais bien vous trouver ici, dit-il. Shérif, vous savez que ça pourrait ne pas marcher. Il pourrait ne pas mordre à l'hameçon. Pourrait venir pour la ville à la place. » Je sais. Cooper s'assit à côté d'elle. Vous savez aussi que certains d'entre nous pourraient mourir demain. Oui. Et ça ne vous dérange pas? Akari resta silencieuse, puis « Non, ça me dérange. Mais j'ai appris que parfois, la seule façon de protéger tout le monde est de tout risquer. C'est votre père qui vous a appris ça? Non, l'Amérique. » Cooper sourit tristement. C'est juste. Il se leva pour partir, s'arrêta. Une dernière chose, Buckthorn a rencontré ses faux agents. Je ne pense pas qu'il sache qu'il le manipule, mais il va causer des problèmes demain. Je m'occuperai de Buckthorn. Comme vous vous en êtes occupé avant, avec pitié? Si possible, oui. Vous êtes une femme étrange, Akari. La plupart des gens veulent la vengeance. Vous voulez la paix. J'ai eu assez de vengeance pour plusieurs vies, shérif. La paix est plus difficile, plus précieuse. Cooper toucha son chapeau et disparut dans l'obscurité. Akari resta seul avec ses sabres et ses fantômes. Demain, d'une manière ou d'une autre, cela se terminerait. L'aube arriva, froide et claire. William Walsh se rendit à Thunder Canyon comme prévu, attendit, fit du bruit, se laissa trouver. Les ninjas Koga le prirent un témoin d'une heure, exactement comme prévu. Mais quand ils revinrent pour livrer leur prise à Masashi, ils trouvèrent quelque chose qui les attendait. La mine Lucky Strike était déjà occupée. Akari se tenait seule à l'entrée, ses sabres à ses côtés. Derrière elle, dans l'obscurité, 20 employés de ranch et les adjoints du shérif Cooper attendaient avec des fusils. Et plus profondément encore, dans le puits le plus ancien, Madame Chen attendait avec les femmes de la ville, armées de tout ce qu'elles pouvaient trouver, prêtes à défendre leur foyer. Masashi émergea du groupe de guerriers Koga. Il avait arrêté de se cacher dans l'ombre. Maintenant, il voulait être vu. « Malin, dit-il en japonais. Tu n'as pas mordu à l'hameçon, tu es devenu l'hameçon. J'ai appris des meilleurs, répondit Akari dans la même langue. Vraiment? Alors tu as appris que les guerriers meurent, que l'honneur meurt, que seule l'adaptation survit. Non, tu m'as appris que la trahison est facile, que la loyauté est difficile et que certaines choses valent la peine de mourir. Masashi dégaina son katana. Alors voyons si tu es prête à le prouver. Ce qui s'est passé ensuite fut plus rapide que la pensée, plus dur que la pierre. Les ninjas Koga se précipitèrent vers l'entrée de la mine, accueillis par des tirs de fusil venant de l'obscurité. Le chaos éclata. Buckthorn et ses hommes arrivèrent, pensant toujours aider des agents fédéraux. Ils virent la vérité trop tard. « Ce ne sont pas des hommes de loi, cria Ezra. « Buck, on s'est fait avoir. » Pendant un instant, Buck resta figé, pris entre la fierté et la vérité. Puis il fit son choix. « Au diable tout ça, grogna-t-il. « Akari, on est avec vous. » La bataille devint un flou d'acier et de poudre à canon, en combat rapproché, sans place pour les techniques sophistiquées. Akari et Masashi se battirent dans le tunnel le plus profond, en tête à tête, comme cela avait toujours été destiné à être. Sa lame chercha sa gorge. Sa lame la détourna. Sa lame chercha son cœur. Sa lame la rencontra avec un son de verre brisé. Ils se déplacèrent à travers les formes, les anciennes formes, celles que leur maître commun leur avait enseignées à tous les deux. Et lentement, Akari commença à le voir. Masashi était plus rapide, plus fort, plus expérimenté. Mais il se battait avec colère, désespérément, comme un homme essayant de prouver quelque chose. Elle se battait calmement, centrée, comme une femme qui n'avait plus rien à prouver. La voix de son père résonna à travers les années. Un sabre tiré dans la colère ne coupe que le vide. Elle vit l'ouverture, la frappe parfaite, celle qui le finirait. Et elle la prit, mais pas de la manière qu'il attendait. Ses lames tranchèrent les tendons de sa main d'épée, précisément, chirurgicalement. Son katana cliqueta sur le sol de pierre. Elle pressa sa lame contre sa gorge. « Fais-le » haleta-t-il. « Finis-en » Akari le regarda dans les yeux, vit l'homme qui avait trahi sa famille, qui avait choisi la survie plutôt que l'honneur, et elle abaissa sa lame.
Non, dit-elle doucement. Mon père m'a appris que la pitié n'est pas une faiblesse. Je l'honorerai en le prouvant. Elle recula, laissa les adjointes du shérif Cooper le prendre. Masashi la dévisagea. Pourquoi? Parce que je ne suis pas toi, et je ne le serai jamais. 3 semaines plus tard, Akari était assise sur le porche de Madame Chen, regardant le coucher de soleil peindre le désert d'or et de cramoisie. Masashi et ses guerrières Koga étaient sous la garde des fédéraux. La conspiration du chemin de fer était démasquée. Les ranchs étaient en sécurité. Buckthorn, sobre pour la première fois depuis des années, travaillait comme employé de ranch au WW, se rachetant de la seule manière qu'il connaissait. La ville avait changé. Pas complètement. Certains chuchotaient encore, dévisageaient encore. Mais les femmes hochaient la tête à son passage. Les enfants lui faisaient un signe, et c'était suffisant. Madame Chen apporta du thé, s'assit à côté d'elle. « Vous pourriez partir maintenant, dit Chen. Vos affaires ici sont terminées. » Le sont-elles? Akari regarda la ville, les gens vacants à leur routine du soir. « J'ai passé 5 ans à chercher un endroit où j'ai ma place. Peut-être que je l'ai enfin trouvé. Même si certains vous craignent encore, surtout à cause de ça, la peur signifie que j'ai de l'importance, que j'ai un but. » Elle sirota son thé. « Et je suis fatigué d'être nulle part, d'être personne. » Chen sourit. « Alors vous resterez, si vous voulez bien de moi. » Toujours. Elles restèrent assises dans un silence confortable. 2 femmes qui avaient trouvé une famille au dernier endroit où elles s'y attendaient. Le soleil acheva de mourir. Le désert se refroidit. Les étoiles apparurent une par une. Et à Rattlesnake Gulch, une légende ne faisait que commencer. Pas celle d'un démon, ni d'un ange, mais d'une femme qui a choisi la pitié plutôt que la vengeance, qui a choisi de se tenir debout quand fuir aurait été plus facile, qui portait 2 sabres mais maniait quelque chose de plus fort. L'espoir.